Le terme impression 3D englobe toutes les techniques qui fonctionnent par ajout de matière. L'imprimante 3D fonctionne sur le même principe qu'une imprimante 2D, sauf que celle-ci comporte 3 axes. Un axe Z pour la hauteur, donc celui-ci est propre à l'imprimante 3D, et les axes Y et X que l'on retrouve donc dans les impressions 2D, l'axe Y servant à la longueur et l'axe X à la largeur. L'imprimante 3D lit la forme de l'objet solide, et l'imprimante 3D dépose de nombreuses couches successives les unes par-dessus les autres, donc ce sont des successions de couches en 2D en fait. Donc cette technique de fabrication elle est bien différente des autres techniques de fabrication qu'on a pour créer des objets, puisqu'en général les objets sont créés en enlevant de la matière, alors que cette fois-ci on l'ajoute. Maintenant Ellie, je vais t'expliquer comment on obtient un objet. Tout d'abord évidemment il faut choisir l'objet que tu souhaites répliquer en 3D, donc ton objet. Donc soit plusieurs choix s'offrent à toi. Soit tu peux scanner l'objet et il sera directement transcrit grâce à un logiciel CAO, donc en un fichier. Soit tu peux déjà utiliser un fichier existant qui existe librement en open source, ou si tu es très forte en modélisation 3D, tu peux le créer. Toutes ces techniques sont traitées par un logiciel CAO, de conception assistée par ordinateur. Le logiciel CAO est un logiciel d'infographie permettant donc de réaliser une modélisation 3D. Pour que l'imprimante puisse comprendre l'objet, celui-ci doit être sous la forme d'un fichier STL. Alors, il existe d'autres fichiers, mais cependant, le fichier STL reste le plus courant et le plus utilisé par la plupart des imprimantes 3D. Ici, je vais te montrer le fichier STL de ta fameuse P14 que tu recherches tant, que j'ai pris en open source sur internet. Fichier STL. Le fichier STL donne une idée de la taille réelle de l'objet grâce aux différents axes gradués et également grâce à l'unité de mesure qui est présente ici, donc millimètres. Donc on repère les 3 axes gradués dont j'ai parlé précédemment. L'axe X ici, l'axe Y ici et l'axe Z. Le logiciel de l'imprimante découpe l'objet en couches horizontales. De plus, le logiciel de l'imprimante décide de la façon dont les couches doivent être remplies. Le remplissage le plus commun est l'intérieur en quadrillage. Comme ceci. Quel que soit le type d'imprimante 3D, la matière en fusion se condense très rapidement tout en adhérant à la couche inférieure. Généralement, on maintient la machine à une certaine température pour que les couches puissent adhérer entre elles. Bien que la technique d'impression 3D soit assez précise, on peut toujours distinguer quelques défauts ou imperfections dus à la superposition de couches. Donc pour remédier à ce problème, on peut donc limer ou polir l'objet une fois que l'impression est terminée. Cet ajout de matière s'appelle l'additive manufacturing. Constance, devine quoi? Ça m'a tellement passionnée que je suis allée faire des recherches supplémentaires. Je n'ai pas dormi de la nuit et voilà ce que j'ai trouvé. C'est incroyable comment les imprimantes 3D sont codées. Ça n'a rien à voir avec les imprimantes normales. Alors laisse-moi te montrer ce que j'ai appris. Comme tu l'as dit récemment, l'imprimante 3D utilise son logiciel interne pour transformer le fichier STL qu'on lui donne. Le nouveau fichier qu'elle crée s'appelle le code G. Laisse-moi te montrer un extrait de code que j'ai simplifié. Alors, ici j'ai pris 3 lignes parce que ce sera suffisant. J'ai changé les valeurs pour qu'elles soient beaucoup plus simples. Bien sûr, à la place de 1, 5 ou 9, il aurait très bien pu avoir 0,73. Donc, commençons par le début. On peut voir ici que il y a G1 au début de chaque ligne et G1 correspond à l'instruction qui est donnée à l'imprimante. G1, c'est l'instruction la plus courante. Elle veut dire ligne droite. Donc l'imprimante va tracer une ligne droite entre 2 points. Alors maintenant, voyons ces points, comment ils sont donnés à l'imprimante. X6, Y1. Ce sont les coordonnées d'un premier point et il faut regarder à la seconde ligne, X3, Y5, pour avoir les coordonnées du deuxième point. Ensuite, il y a une troisième information qui est bel et bien spécifique à l'imprimante 3D. Z3. Alors Z, comme tu l'as montré Constance, ça correspond à la hauteur.
Ici 3, c'est la coordonnée sur l'axe Z, donc la hauteur de la couche. Ici, j'ai choisi la couche 3. Maintenant qu'on a l'instruction à appliquer entre les coordonnées des points qu'on connaît, il y a une dernière information, F. F, c'est la vitesse de déplacement de la tête de la buse. Alors maintenant qu'on sait à quoi correspond chaque élément de la ligne de code, je t'ai fait un petit exemple ici. Toujours avec l'exemple des 3 lignes de code que j'ai choisies. Donc, on a bien G1. J'ai choisi la couche 3. Je l'ai représentée ici, vue de haut. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est comme une impression en 2D. Rien de bien compliqué. Donc, on choisit les coordonnées des points, x6, y1, qui est ici, et x3, y5, qui est ici. Alors, la tête d'impression va tracer une ligne droite entre ces deux points. Cela dépend de l'imprimante. Elle va déposer de la matière, soit elle va créer une réaction physique tout le long de cette ligne pour que la matière se solidifie. Troisième ligne de code, x4, y9, qui est ici. La tête d'impression va donc tracer du précédent point au point de la troisième ligne de code, une ligne droite encore puisqu'il a écrit G1. Et voilà comment ça fonctionne, etc. ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on passe à une 4e couche par exemple. Voilà! Alors oui Constance, comme tu l'as dit, il y a bien différents types d'imprimantes 3D. Et donc, je suis sûre que tu serais très intéressée de connaître leur fonctionnement, car ils diffèrent selon les imprimantes. Et de ce fait, les objets issus de leur impression ont des caractéristiques très différentes. La SLS, ou bien en français, frittage sélectif par laser. Ce fut le docteur Carl Descartes qui, en 1989, breveta cette imprimante chez DM Corporation. DM Corporation qui maintenant fait partie de l'entreprise 3D Systems. Voici la photo du premier prototype de l'imprimante frittage laser. Alors maintenant passons un peu au fonctionnement. Pour ce faire, je t'ai fait un petit schéma. Alors, comment ça marche? Cette imprimante, elle n'utilise pas de la matière liquide ou bien de la matière que l'on dépose, mais elle utilise de la poudre de matière. Dans cette imprimante, il y a 1 ou 2 réservoirs de poudre et un plateau principal où va être formé l'objet. Donc, au tout début de l'impression, la plaque principale est tout en haut et un racleur va venir déposer une fine couche de poudre de l'ordre de 0,1 mm sur la plaque principale. Ensuite, la machine préchauffe cette poudre pour faciliter le changement d'état. C'est-à-dire qu'elle va faire approcher la poudre à la température de fusion de celle-ci. Ensuite, le laser va venir dessiner le motif de la première couche suivant les instructions du code G. Ce laser est dirigé par un miroir sur l'axe XY. Au niveau du contact entre le laser et la poudre fusionne puis se solidifie. Ensuite, le piston qui soutient la plaque principale baisse d'un cran égal à l'épaisseur de la couche. Il faut savoir que l'épaisseur de la couche dépend des instructions données par le logiciel de l'imprimante, suivant les imprimantes et suivant la précision que l'on veut obtenir. Ensuite, le piston du bac, qui est du même côté que le racleur, fait monter la poudre d'une certaine hauteur pour que le volume de poudre qui dépasse du bac corresponde tout juste au volume nécessaire pour que le racleur dépose une nouvelle couche de poudre au-dessus de la précédente. Laisse-moi maintenant te parler un peu des matériaux qu'utilise cette imprimante 3D. Alors, il s'agit principalement de matériaux polyamides, ce qui permet de créer des objets légers, hautement durables, avec une bonne résistance thermique et mécanique. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres matériaux, dont de nouveaux matériaux qui ne cessent d'apparaître sur le marché de l'imprimante SLS pour leurs caractéristiques de plus en plus rénovantes. Les avantages de cette imprimante est qu'il n'y a pas besoin de matériaux support puisque l'objet est lui-même supporté par toute la poudre qui l'entoure pour maintenir l'objet en place ou éviter qu'il ne se déforme. L'imprimante SLS permet aussi de faire des objets avec une
dimension considérable, ce qui n'est pas le cas de certaines autres imprimantes, dont nous verrons les caractéristiques plus tard. Le fait qu'avec l'imprimante SLS, on peut utiliser une grande gamme de matériaux polymères fait qu'on peut fabriquer des pièces avionnables par exemple grâce aux caractéristiques des différents polymères. Le désavantage majeur de cette imprimante est dû au fait que seulement 20% de la poudre récupérée sera réutilisable, ce qui fait de cette imprimante un objet pas très économique. Malgré cela, on l'utilise dans plein de domaines tels que l'automobile, l'aéronautique et le biomédical. Alors maintenant, je vais te parler d'une imprimante 3D qui s'appelle l'e-beam. En fait, l'e-beam réside sur le principe de fusion par faisceau d'électrons. Pour faire simple, c'est comme une amélioration de l'imprimante par frittage laser, sauf qu'à la place du laser, c'est un faisceau d'électrons. Et parce que ça marche avec un faisceau d'électrons, la poudre qu'il y a dans la machine, ce doit être une poudre d'alliage de métaux. Alors, comment font les électrons pour chauffer cette poudre? Dans l'e-beam, à la place de la source laser, il y a en fait un filament de tungstène qui va se faire chauffer. Sous l'effet de la chaleur, a pour particularité d'émettre beaucoup d'électrons. Donc, il va se faire chauffer, puis il y a des électro-aimants qui vont servir à diriger les électrons grâce aux bornes plus et moins, vu que ce sont des aimants et qui sont polarisés, tu le sais très bien Constance. Les électrons sont dirigés sur la poudre. Il faut savoir que la température y est très très chaude. Elle avoisine en fait les 700 degrés. Il en faut beaucoup pour faire fondre du métal. Le processus est très similaire à l'impression par frittage laser, mis à part que, et c'est ça qui est très rénovant, le processus se déroule sous vide. Et aussi par le fait que le premier dépoudrage se fait par la machine et non manuellement. Pourquoi? Déjà, tout ce processus permet à la poudre de ne pas être en contact de l'air et donc de ne pas s'oxyder. Elle est donc réutilisable ensuite. Parce que sous l'effet de la chaleur, la poudre à alliage de métaux peut facilement s'oxyder. En ce qui concerne les traitements post-impression, ils sont identiques à ceux de la SLS. Maintenant, pour les matériaux. Je te parle de poudre à alliage métallique parce que, en réalité, on ne pourrait mettre autre chose que des matériaux conducteurs, car s'il ne l'est pas, il n'y aura pas interaction entre les électrons et la poudre. De ce fait, ça ne marche pas si on met une poudre à base de polymère ou de céramique. Donc, l'avantage principal de cette imprimante 3D serait le fait que presque la totalité de la poudre non utilisée pour imprimer l'objet est réutilisable et retourne dans le bac principal servant à alimenter la machine. Cependant, le petit hic, Constance, c'est que les machines utilisant cette impression 3D, ne sont pas très grandes. Effectivement, le plus grand modèle qui existe actuellement et qui est d'ailleurs fabriqué par l'entreprise suédoise Arcam, qui est la seule à fabriquer cette imprimante. Donc, les objets imprimés ne peuvent dépasser 35 cm de longueur et de largeur sur 38 cm de hauteur. De plus, les objets fabriqués ne sont pas aussi précis que ceux fabriqués avec l'imprimante à frittage laser. Pourquoi? Parce que le faisceau d'électrons a un diamètre supérieur au faisceau laser. En ce qui concerne les domaines que cette imprimante englobe, ce sont à peu près les mêmes que ceux de l'imprimante à frittage laser. Maintenant, Constance, je vais te parler de l'imprimante SLA, c'est-à-dire l'imprimante à stéréolithographie. La première imprimante qui a été créée, comme tu l'as dit précédemment, cette imprimante a été brevetée par Charles Hull en 1984. Ce fut la première imprimante développée par la société 3D Systems, dont Charles Hull est le fondateur. Comment cette imprimante marche? Le principe est le même que dans l'imprimante à frittage laser, c'est-à-dire qu'il y a un bac qui contient le matériau que l'on va utiliser. La SLA utilise des matériaux photomonomères.
Alors, c'est-à-dire qu'il y aura un rayon UV qui va polymériser le monomère pour qu'il devienne solide. Dans cette imprimante, il y a évidemment les trois axes X, Y, Z. Et la particularité de cette imprimante est qu'elle utilise des rayons UV. Le matériau le plus utilisé par les imprimantes SLA est la résine. Suite à l'impression stéréolithographique, il y a un post-traitement à effectuer. On doit placer l'objet dans un four spécial, permettre au matériau de finir sa polymérisation et d'accroître sa résistance mécanique. Ce post-traitement peut s'avérer pas très pratique, mais cependant, l'objet obtenu par impression SLA est très lisse et le rendu est presque sans imperfection. L'objet sera évidemment transparent et la colorisation sera à effectuer manuellement si elle est nécessaire. La particularité de l'imprimante SLA est qu'elle est capable de construire des objets avec une certaine complexité structurale. Maintenant, nous allons aborder le sujet de l'imprimante que je préfère, l'imprimante FDM. En anglais, Fused Deposition Modeling. Ça veut dire que, en fait, l'imprimante dépose de la matière. Ce n'est absolument pas comme les imprimantes que je viens de te décrire. En fait, cette imprimante a été brevetée par le fondateur de l'entreprise Stratasys en 1980. Puis elle a été commercialisée dans les années 1990. Je pense que c'est mon imprimante préférée parce que c'est la plus accessible à tous. Et donc, comme je le disais, cette imprimante dépose de la matière sur un plat. Mais qu'est-ce qui dépose de la matière? En fait, ça s'appelle la buse de l'imprimante. Une buse? La buse de l'imprimante qui est située. Une buse? Mais c'est un animal! Mais n'importe quoi, Constance. Bon, attends, comment je pourrais bien t'expliquer ça? Ah, je sais. Ne bouge pas, je reviens. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, je t'ai fabriqué, pas une vraie bien sûr, non, 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 une imprimante 3D à dépôt de fil. Ah, c'est une maquette! Exactement. Regarde, n'est-elle pas magnifique? Ah oui. Bon, je te laisse m'expliquer. Très bien. Ok, alors Constance, pour t'expliquer le principe de la FDM, je vais illustrer mes propos avec cette maquette que j'ai construite moi-même. Donc, alors, tout d'abord, la machine chauffe. En fait, elle va chauffer, elle va augmenter sa température pour que la fusion de la matière qui se trouve dans la buse, dont je vais t'expliquer le fonctionnement tout à l'heure, soit facilitée. En réalité, la matière qui est en fait une bobine de fil va être en fait poussée dans la buse. Celle-ci est chauffée environ à 200 degrés et donc va sortir par les extrémités un fil d'environ 0,1 mm, ce qui est très petit. Alors, je vais t'expliquer comment ce fil est poussé dans la buse. Alors, laisse-moi te faire un petit schéma en plus de ma super jolie petite maquette. Donc, rouge, c'est le fil qui est poussé dans la buse par deux rouages. Cette buse est très chaude et va faire fusionner la matière qui ressortira par l'extrémité. Sur ma maquette, la buse, qui est ici, se déplace sur l'axe Z, sur l'axe X et sur l'axe Y. Sur mon imprimante, c'est la buse qui se déplace. Mais sur de nombreuses autres imprimantes, la buse
ne se déplace que sur l'axe X et Y. Et c'est la plaque support qui se déplace sur l'axe Z. Ce n'est qu'un choix. À ses débuts, l'imprimante FDM n'utilisait que des polymères thermoplastiques, dont la température de fusion n'était pas très élevée et donc dont l'utilisation était beaucoup plus facile. Mais maintenant, il est possible d'utiliser de nombreux autres matériaux. Il suffit juste d'adapter la tête d'extrusion aux matériaux utilisés et d'adapter les caractéristiques de la machine. Il faut quand même savoir que le matériau le plus utilisé est le PLA. Et alors Elise, tu sais ce que c'est que le PLA? C'est du plastique super cool. Et non, c'est du plastique ultra cool. Ultra cool. D'apporter des précisions sur ce fameux plastique. Ok. Je vais prendre ma machine avec moi. Bon, alors c'est pas si simple à comprendre, donc je vais t'expliquer ce qu'est le PLA, donc ses propriétés et comment l'obtient-on. Un échantillon de PLA. Donc le PLA ou acide polylactique de formule brute C3H4O2 est le matériau le plus utilisé pour les impressions 3D. C'est un polymère organique de la famille des polymères thermoplastiques. Donc voici la formule développée du PLA. Le PLA donc, est une molécule qui appartient à la chimie organique et qui possède deux groupes hydroxyles et un groupe acide carboxylique. Le PLA a des propriétés biodégradables et est un biomatériau. Celui-ci a également des propriétés thermoplastiques et se ramollit au contact de la chaleur. Il a également une température de fusion extrêmement basse, donc allant de 173 degrés Celsius à 178 degrés Celsius. Et donc c'est pour cela qu'il est très facile à manipuler pour les impressions 3D. Celui-ci a également une rigidité assez importante et il est normal qu'à une certaine température. Il a une vitesse de durcissement assez rapide et donc c'est pour ça qu'en dessous de la FDM, on a une plaque chauffante pour maintenir le PLA à une certaine température pour que celui-ci ne durcisse pas trop vite et puisse faire adhérer les différentes couches entre elles. Ce matériau est également assez sensible à l'humidité et donc c'est pour cela qu'il faut maintenir la machine FDM au sec. Le PLA résulte de la polymérisation d'une molécule d'acide lactique de formule brute C3H6O3 sous l'effet d'un catalyseur, l'acide sulfurique concentré de formule brute H2SO4. L'acide lactique est donc le monomère qui va se répéter un certain nombre de fois pour la formation d'une longue chaîne dite polymère. Deux molécules d'acide lactique sont donc nécessaires pour la formation d'une unité polymère. Et c'est cette unité polymère qui se répétera un certain nombre de fois pour créer la chaîne du polymère. Lors de la réaction de polymérisation, l'acide lactique, sous l'effet de l'acide sulfurique concentré, produit deux molécules d'H2O. Ces deux molécules d'H2O seront généralement évaporées lors de la fusion du PLA. Sur ce tableau, j'ai donc représenté la polymérisation du PLA. Celle-ci résulte de la mise en commun des OH de la première molécule d'acide lactique et du H de la seconde molécule d'acide lactique. Donc cette mise en commun de OH et du H forme la première molécule de H2O et les autres OH et H restants forment la deuxième molécule d'H2O. Ici, on peut observer l'unité du polymère qui se répétera donc un certain nombre de fois pour la formation du polymère, donc le PLA. Ici, on observe l'unité du polymère qui résulte de cette polymérisation qui se répétera donc un certain nombre de fois. Voici l'unité du polymère formé et c'est donc cette unité qui se répétera un certain nombre de fois pour la formation du polymère PLA. Alors, génial, non? Oui, absolument. Mais en fait, Elise, pourquoi sur ta maquette il y a deux buses? Je comprends pas trop. Alors, laisse-moi t'expliquer. Oui, effectivement, il y a deux compartiments. En fait, c'est comme si deux buses avaient fusionné. Je vais te donner une explication. Je vois que tu es passionnée, ça me fait très plaisir. Alors, Constance, on est d'accord que vu qu'il n'y a pas de poudre autour de l'objet créé et que ça ne marche pas comme la STL ou la SLA, c'est-à-dire que la force gravitationnelle fait ses effets dans ce processus,
hein, puisque l'objet est à l'air libre, il n'y a pas de support comme la poudre ou la résine, comme dans les autres imprimantes. Du coup, les formes possibles à imprimer sont plus restreintes. C'est-à-dire? Comment ça, c'est-à-dire? Bah, je vois pas de quelle forme on pourrait ne pas imprimer, justement. Ok, alors je vais te faire une petite illustration. Imaginons que ces trois objets soient des objets que nous voulons imprimer avec l'imprimante FDM. Celui-ci sera possible à imprimer puisque la pente est progressive. Ces deux-là ne seront pas possibles à imprimer telles quelles avec l'imprimante FDM. Pourquoi? Eh bien parce que tout se passera bien quand la buse va imprimer les parties basses, ici aussi, jusqu'à là. Elle va venir déposer la matière pour construire cette couche. Le plastique va tout bêtement retomber sur le socle. Ici aussi. Ah oui, donc ces formes-là sont... Donc il existe des formes restreintes. Exactement. Donc, tant que la pente n'est pas trop exagérée, l'imprimante peut imprimer le plastique. Mais dès que la pente devient trop horizontale, la matière va retomber. Alors, Constance, je t'ai fabriqué un petit truc avec du thermoplastique. Donc, c'est un T, comme celui qu'il y a sur le tableau. Donc, on est d'accord que on ne peut pas l'imprimer comme ça. Mais en revanche, On peut l'imprimer couché. mais oui, t'as tout compris. Comme ceci, l'imprimante sera tout à fait capable de l'imprimer, puisqu'il n'y a pas de contrainte. Cependant, il y a des matériaux avec lesquels changer la position de l'objet ne va rien changer. Il y aura toujours un problème. Par exemple, imagine que tu veux imprimer un cube comme celui-ci avec l'intérieur creux. Tu auras beau le retourner dans tous les sens, ce sera toujours le même et il y aura toujours un problème. En haut, l'imprimante ne pourra pas l'imprimer. Il y a une autre technique qui permet d'imprimer des objets un peu complexes, c'est les matériaux supports. Alors en fait, il y a deux types de matériaux supports. Alors, un des matériaux supports, par exemple cet objet, dans cette partie, est impossible à imprimer sans support. L'imprimante va venir imprimer de tout petits filaments de matière. Ah oui, et c'est donc ces filaments qui serviront de support. Oui, ces filaments viendront soutenir la partie du haut et l'imprimante pourra imprimer naturellement l'objet. Mais comment les retire-t-on après? C'est très simple, cela dépend du matériau de support. Si le matériau de support est le même matériau que l'objet lui-même et à polir les imperfections qui seront restées. Ensuite, pour les imprimantes un peu plus perfectionnées comme la super maquette, eh bien, il y a deux buses. Une buse pour le matériau qui constituera l'objet et une autre buse pour un matériau spécial. Ce matériau est le matériau support. Ce matériau utilisé est le plus souvent un matériau hydrosoluble, c'est-à-dire qu'on aura juste à plonger l'objet dans l'eau et tout le matériau support se dissolvera dans l'eau. Maintenant, pour imprimer notre petit cube, eh bien, l'imprimante 3D va juste remplir tout l'intérieur au fur et à mesure, couche par couche, en alternant le matériau de l'objet et le matériau support. Et au final, nous aurions quelque chose comme ça.
et tu auras juste à plonger ton cube dans de l'eau. Pratique, non? Oui, donc Élise, je connaissais pas très bien la technique FDM que tu viens de nous expliquer, mais je me suis renseignée sur les avantages et désavantages de cette technique. Tout d'abord, c'est une technique qui est très rapide. Par exemple, ce petit flocon aura nécessité seulement 1 heure d'impression. Donc c'est également une machine qui est très accessible puisque on peut fabriquer donc cette machine nous-mêmes et les matériaux utilisés pour les impressions coûtent très peu cher. Elle est donc accessible aux particuliers. Le coût des matériaux, mais aussi celui de la machine, rendent cette imprimante très accessible au public. De plus, celle-ci n'est pas très encombrante et donc cela entraîne la possibilité d'en avoir une chez soi. Mais néanmoins, cette imprimante donc présente quelques désavantages. Tout d'abord, la résistance mécanique de l'objet obtenu suite à l'impression est assez faible. Ceci est dû à l'empilement des tirs en couches. On distingue le nombre de couches et le résultat obtenu est assez imparfait. Les formes, le choix des matériaux et la couleur sont également restreintes. Donc comme l'a expliqué Élise, il existe des formes que l'on ne peut faire avec l'imprimante 3D, mais aussi on ne peut imprimer qu'avec un seul matériau et une seule couleur. La technique FDM est utilisée dans de nombreux domaines d'application, comme l'architecture, la médecine ou bien même la cuisine. Et celle-ci est notamment très pratique pour le prototypage. Imagine-toi Élise chez toi avec une imprimante 3D. Tu peux imprimer n'importe quel objet en 3D et tu l'obtiens en quelques heures sans avoir besoin d'attendre la livraison. Élise, est-ce que tu es au courant de l'imprimante PolyJet? C'est une imprimante très récente qui a succédé à l'imprimante FDM, en quelque sorte. C'est l'imprimante la plus récente qui a fait dernièrement ses preuves, car celle-ci permet l'impression simultanée de divers matériaux grâce aux différentes puces, différentes couleurs. Comme l'imprimante celle-ci utilise des matériaux photopolymères qui durcissent grâce à la lumière ultraviolette. Cependant, son impression se fait de façon similaire à la technique d'impression FDM car celle-ci dépose des micro-gouttelettes en couches successives. Contrairement aux autres techniques d'impression comme la FDM ou la SLA, celle-ci ne nécessite pas d'étape de finition après l'impression, comme le polissage. Même si parfois on a recours à des matériaux supports pour l'impression de formes complexes, ceux-ci ne présentent pas une grosse contrainte car ils sont facilement retirables puisqu'ils sont créés à l'aide de gel. La raison pour laquelle ce type d'impression ne nécessite pas d'étape de finition est que les micro-gouttelettes sont très fines, donc de l'ordre de 0,07 mm. Le rendu est donc beaucoup plus lisse et beaucoup plus précis. De plus, le temps et le coût d'impression sont relativement faibles, c'est comme la FDM, mais en beaucoup mieux. Cette précision est notamment très bénéfique aux domaines d'application tels que l'architecture, la médecine, l'aérospatiale et l'art, et encore beaucoup d'autres applications.